Bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait sport, votre talk sur le sport local pour ce dernier numéro de l'année 2017. Et oui, déjà, il y aura comme d'habitude des analyses, des débats et des duels acharnés entre nos experts sur l'actualité sportive du département pendant près d'une heure. Pour cette dernière, nous avons décidé de faire une thématique spéciale fête de fin d'année. Nos 4 chroniqueurs se sont donc mis sur leur 31 présentations en musique. On commence à ma droite, c'est un peu l'emblème de cette émission. Si on le pouvait, on le mettrait tout en haut de notre sapin de Noël sur TV 78. Comme toujours, il sera très généreux en punchline et en blague pendant cette émission. L'ex-entraîneur de plaisir, le mythe, la légende, l'unique, Jean Miss est avec nous pour cette émission. Bonjour Jean. Et bonjour à tous. Très beau déguisement. Et c'était la thématique Noël, donc un joyeux Noël avant, bien sûr. Voilà, vous les gardez pendant toute l'émission, hein, bien sûr. Hein, bien sûr, bien sûr. Et vous avez une petite cravate. Ah oui, je ne sais pas si on l'entend bien. Vive le vent. Voilà. Bon, vous ne l'actionnez pas trop pendant toute l'émission, non, quand même. Juste, en tout cas, bonjour. Est-ce que vous avez ramené des blagues dans votre hôte ? Non, pas du tout. Non, mais je vous l'ai dit, c'est pas moi, ce sont mes coéquipiers qui font les imbéciles, pas moi. D'accord, pas vous. On passe à ma gauche, musique. C'est un peu le cadeau qu'on a toujours voulu avoir. C'est notre petit flocon de neige sur ce plateau. Mais attention, sous ces airs de Mère Noël, elle ne fera pas de cadeau aux autres chroniqueurs. Notre ambassadrice de charme, Hélène Delagrange, spécialiste de pole dance à Versailles, est avec nous. Bonjour Hélène. Bonjour. C'est charmant cette petite présentation, voilà, ça me fait plaisir. plaisir. Vous plaît ? Ah oui, ça va. Alors pareil pour vous, spéciale fête de fin d'année. Vous oui, êtes voilà. Je me suis dit j'allais me faire un petit peu changer un peu de d'habitude. Mais franchement, chapeau à Jean Miss. Hein. Voilà. C'est fantastique quand même. Les cravates aussi. Très beau. Oui. On repasse à droite, musique. Sous son apparence de petit lutin se cache le cerveau du sport yvelinois. C'est l'homme le plus brillant du département. Si vous vouliez lui acheter une encyclopédie à vos enfants pour Noël, j'ai mieux à vous proposer. Frédéric Anderson, le professeur, le directeur sportif des Templiers d'Elancourt. Bonjour Frédéric. Bonjour à tous. Alors vous êtes le cadeau idéal pour Noël, hein, si les enfants veulent apprendre des anecdotes sur le sport yvelinois. S'ils ont été ça, j'espère qu'ils auront quelques jouets quand même. Est-ce que vous êtes livré avec les piles ? Toujours, pas besoin de piles. On termine à ma gauche, musique. Malgré sa carrure de rugbyman, une âme d'enfant sommeille en lui. Noël est sa période préférée de l'année. Au pied du sapin, le 25 décembre, ce passionné du ballon ovale a dû écrire au Père Noël pour avoir des maillots de rugby, je suppose, ou des ballons ovales. Nous sommes avec Pierre Chevalier du club de rugby de Versailles, bonjour responsable Mickaël, communication, ancien joueur du club. Oui, tout à fait. Voilà, très beau chapeau. Merci. Vous êtes dans la thématique. Voilà. Bon, vous êtes on ne s'est même pas consulté. Non, pas du tout. Non, vous n'êtes pas concerté. Voilà, les beaux lutins du Père Noël. Bon, on verra ça pendant l'émission. Moi, j'aime bien être sur la bûche. Ouais. On en rediscutera après l'émission. Ça tiendra. C'est le petit bonhomme qui se fait la fête. On va passer maintenant au programme de l'émission. Aujourd'hui, nous allons parler de handball féminin. Un match de Coupe d'Europe sera organisé au Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines au mois de février prochain. Nous évoquerons également les plus grands moments du sport yvelinois qui ont ponctué cette année 2017. Mais avant de développer ces thèmes, nous allons plonger dans une performance d'apnée. Nous commençons donc par une performance à couper le souffle, celle d'Andy Cabrera Avila. Ce franco-cubain de 46 ans a réussi le dimanche 10 décembre à repousser encore un peu plus les limites du corps humain pendant ce week-end du Téléthon. Dans la piscine Aquamundo de Saint-Cyr-l'École, le maître nageur a réalisé 53,350 km en faisant des longueurs en apnée pendant 24 heures. Il a pulvérisé le record de près de 17 km. Pour réussir cet exploit, l'apnéiste n'a pas dormi pendant toute la durée de la performance. Le champion nous explique les difficultés qu'il a rencontrées au micro de TV78. C'est des petites crampes qui viennent et qu'on doit faire attention à l'intensité de la nage parce que si un crampe arrive, après on doit s'arrêter et donc ça ralentit. Donc c'est pour ça que je m'arrête tous les 20 longueurs pendant 1 minute, 2 minutes, ça dépend le temps de natation, de nage. Et je m'hydrate avec de l'eau et du sucre, avec des sels d'hydratation orale et avec un petit peu de bicarbonate. Il faut être hydraté tout le temps. Son record pourrait être enregistré au Guinness Book des records. Sa performance a permis de récolter plus de 1 000 € en faveur du Téléthon. Il a également nagé avec un aileron de dauphin dans les derniers mètres pour dénoncer la captivité des dauphins dans les parcs aquatiques. Encore un grand bravo à Andy Cabrera Avila. La question sur ce thème, ce record est-il incroyable ?
Vous votez? Oui? Non? Oui? Non? Enfin, un petit duel entre vous, Pierre et Jean. Jean, pourquoi vous avez voté non? Parce que tout le monde a dit oui. Non, bien sûr que c'est incroyable, mais je dis que non parce que on a un point commun tous les deux. Moi aussi, je fais des apnées du sommeil et je m'arrête simplement pour aller pisser la nuit. Et je suis pas dans le Guinness des records. Parce qu'il s'est arrêté pour aller aux toilettes, je précise, donc, pendant son record. Voilà. Un seul arrêt en 24 heures. C'est un des seuls d'ailleurs qui sort de la piscine pour aller aux toilettes, mais bon, ça, on ne sait pas trop. Non, bien sûr que c'est le seul truc positif pour moi, bien sûr que c'est une performance sportive énorme. Je ne suis pas capable de juger cette performance physique telle qu'elle est. Parce qu'on dit que ce sont des longueurs de 25 mètres qui s'arrêtent toutes les 4 longueurs. Pendant 1 minute, ils récupèrent. Alors, oui, c'est certainement une grande performance, mais ça ne va pas aller plus loin, quoi. Comme les lanceurs de bouchons et le trou de balle, c'est pareil. Ça, Jean-Miss, attention. Voilà, carton jaune. Allez-y. Je trouve que le combiné de la performance entre l'apnée et les longueurs est assez incroyable. Le fait de non seulement il est sous l'eau, il cite 20 longueurs d'affilée en nageant, c'est ça que je trouve assez étonnant et assez incroyable. Vraiment, il minute tout avec un chrono, avec une montre du coup, qui l'emporte tout au long de son exploit. Si on reprend les exemples du Grand Bleu et des différents records d'apnée, ils partent en profondeur, ils nagent assez peu. Il y a ceux qui restent aussi au fond d'une piscine ou au fond au fond d'une piscine ou de la mer. Lui, il fait des longueurs de piscine. Il en fait 20. Il s'arrête un petit peu, il repart. Tout ça pendant 53 km, c'est assez édifiant. Ouais. Bel effort. Avec Anderson. Même sans l'apnée, la performance était impressionnante. Faire 53 km, ne pas s'arrêter pendant 24 heures. Non, c'est vrai que chapeau à lui, surtout que c'était pour la bonne cause. Donc la distance en elle-même est pour vous un record? Je ne sais pas si c'est un record, mais c'est quand même extraordinaire. Parce que moi, je ne le ferai pas. Je vous le dis tout de suite. Et pas en 24 heures, il me faudrait bien plus que ça pour pouvoir. Peut-être sur la semaine, je le ferai, mais pas sur 24 heures. Donc déjà en soi, et par-dessus, on rajoute le fait de les faire en apnée. Ça reste quand même... Moi, j'ai pas compris, il fait les 20 à la suite sans respirer ou Il respire. Il fait une longueur de 25 mètres, il respire, il repart. Longueur 25 mètres, il respire et ainsi de suite. Ça pourrait être un nouveau record. Faire les 20 sans respirer. C'est peut-être son prochain record. Et alors, il voulait réaliser, Hélène, à la base, 42 km avec les entraînements qu'il a fait. Finalement, il a pulvérisé ce record. Voilà, il en est à 53,350. On est bien au-delà. Moi, je trouve ça extraordinaire. Comme on le disait, déjà, le fait de nager sans s'arrêter pendant 24 heures, c'est énorme. Je peux imaginer l'entraînement derrière. L'apnée, déjà aussi, pareil, c'est énorme. Et les deux combinés, je ne peux même pas envisager... je ne vois pas comment c'est possible de tenir 53 et quelques kilomètres comme ça en respirant 1 minute toutes les longueurs. Moi, je trouve ça extraordinaire. Vous, en pole dance, jamais d'apnée pendant vos exercices? On ne peut pas réfléchir, se concentrer, respirer. Donc déjà, oui, on fait un peu d'apnée, mais non, on en fait. Mais enfin, c'est rien de comparable. Et puis, c'est pas... Oui, ça on l'a déjà vu, mais c'est pas... Le prochain record, peut-être d'Andy Cabrera. Oui. Alors, pour préparer ce record, Andy est parti à Cuba pour s'entraîner, mais il a également réalisé de multiples entraînements depuis septembre à Saint-Cyr-l'École. On l'écoute. Depuis le mois de septembre, j'ai commencé à m'entraîner de façon spécifique à cette épreuve d'apnée endurance. Donc, je combine l'apnée à sec et l'apnée dans l'eau avec des petits palmes, des fois des séries des entraînements qui durent 2 heures, 3 heures, avec des travail de minimum 6 heures pour vérifier mon état de fatigue, pour ajuster tous les paramètres. Frédéric Anderson, c'est digne d'un entraînement de haut niveau, on peut le dire? Tout à fait. De toute façon, la performance étant extraordinaire, on imagine le travail qu'il y a derrière, qui est aussi hors norme. C'est pas à la portée de tout le monde et surtout pas n'importe qui. Donc, non, c'est vraiment chapeau l'artiste. Vous avez déjà fait de l'apnée autour de cette table, vous, Pierre Chevalier, non? En vacances? En vacances, exactement, pour aller chercher 3 coquillages. Ça se résume à, je pense, 2 mètres au fond de l'eau et puis un beau faciès tout bleu ou tout rouge pour remonter, mais certainement pas à ces niveaux de pratique, d'entraînement et de performance
surtout pour la bonne cause, comme disait Fred. Ouais, je crois que ça se limite à compter jusqu'à 30 ou 50 et après on ressort de l'eau, quoi. C'est très compliqué en plus l'apnée. C'est très compliqué parce que il y a le phénomène de panique au fond. Quand on commence à se retenir de respirer, il s'installe un phénomène de panique. Pour en avoir fait un petit peu quand j'étais jeune. Vous en avez fait? Ouais. Non, c'est vrai. Et du coup, on pense à quoi quand on est dans l'eau? Justement, il y a un temps d'adaptation à ce nouvel élément qui est important avant et pour faire le vide et ensuite pouvoir contrôler sa respiration, si je peux dire, et pour se détendre le plus possible, pour rester un maximum. Et y penser. Vous êtes resté tout gonflé. Y penser loin, ouais. Et d'ailleurs, j'avais avalé quelques litres d'eau, je les ai gardés d'ailleurs. Frédéric Anderson, je le disais tout à l'heure, ce record c'était pour une bonne cause, le Téléthon également pour la protection des dauphins. Est-ce qu'on pense à ça aussi peut-être quand on est dans l'eau? Est-ce que ça motive encore plus, du coup, dans une performance sportive, d'avoir un but comme le Téléthon? Bien sûr, je pense aussi que comme motivation supplémentaire, le faire pour quelqu'un d'autre plutôt que le faire pour soi, plutôt qu'un petit plaisir égoïste d'inscrire son nom sur un palmarès ou sur une liste de records, c'est toujours, je pense que c'est toujours plus motivant et c'est plus gratifiant une fois qu'on a réussi à accomplir ce genre de record. Vous pensez qu'il peut améliorer encore son record, Pierre? S'il pensait faire 42 km, il en fait 53. Alors il y a peut-être une motivation, la motivation Téléthon aux bonnes causes. Mais oui, on peut sûrement le penser. Hein. Je ne sais pas combien de temps il s'est entraîné pour cette performance précise, mais a priori... 3-4 mois environ. A priori, s'il éclate... À savoir aussi les raisons pour lesquelles il a arrêté. Il aurait peut-être pu continuer si ça se trouve. Il n'a plus le temps. Voilà, non, mais on ne sait pas pourquoi. Quelle raison l'ont fait arrêter. Il s'était fixé 24 heures. Il s'était fixé 24 heures. Donc si ça se trouve, on ne lui a pas posé la question, mais si ça se trouve, il aurait pu aller plus loin encore. Oui, il avait réalisé 6 heures il y a 2 ans, 12 heures l'année dernière, 24 heures cette année. 48 heures. 48 heures l'année prochaine, peut-être. Encore des limites. 6 mois. Surtout qu'il a 46 ans quand même. Il a 46 ans. Alors après ce record, nous allons parler d'une autre performance, mais cette fois-ci en football. Du football donc et de la Coupe de France où le club de R3 s'est brillamment qualifié pour les 32e de finale de la compétition en s'imposant contre le club guyanais de l'AS Matoury, une équipe qui évolue 2 divisions au-dessus des Yvelinois. Le score 2-1 et ils étaient évidemment ravis de cette performance. On regarde cet extrait. Hélène, superbe ambiance. Oui, et ils ont l'air d'avoir encore pas mal d'énergie à la fin du match, donc... Ils sont prêts pour le tour suivant. C'est ça, voilà. Alors le tirage au sort, justement, il a déjà eu lieu et Houille n'affrontera pas un club de Ligue 1, mais un club de National 1, Concarneau, 5 divisions d'écart. La rencontre aura lieu le 6 janvier prochain, normalement à domicile dans leur stade Maurice Baquet. La question sur ce thème, est-ce que c'est un bon tirage pour Houille d'affronter une Nationale, Concarneau? Est-ce que c'est un bon tirage, oui ou non? Est-ce que c'est un tirage favorable pour eux? Ou un bon tirage? Favorable, je ne sais pas. Oui. Bon, vous êtes tous... vous êtes indécis de votre côté, Jean? On fait un petit duel encore, le retour, entre Pierre et Jean? Pierre, allez-y. Sportivement, je pense que c'est un bon tirage parce qu'il vaut mieux jouer pas trop éloigné de ces divisions... ces divisions d'habitude. En revanche, après, sur l'événement, la Coupe de France est une compétition fantastique qui, justement, fait jouer la France entière et tous les niveaux. Et a priori, la plupart des clubs aiment affronter des clubs mieux classés, plus prestigieux et accrochés à son tableau de chasse, justement, sur un tableau de Coupe de France, un gros de D2 ou de Ligue 1. Mais bon, je pense que sportivement c'est plus à leur portée de taper Concarneau que d'aller... 5 divisions d'écart, quand même. Quand même. Donc, et bien sûr, où sera le petit poussé de la compétition? C'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau dans la Coupe de France. C'est ça qui est fantastique. Si on compare par rapport au rugby, il y avait le Yves du Manoir qui existait il y a quelques années avec des affrontements entre des équipes de Pro D2 à l'époque et de Groupe A en première division. Là,
La magie de cette compétition, c'est justement de réunir l'ensemble des footballs, de l'amateur au professionnel. Et donc le petit poussé peut se faire sa place malgré tout. Jean, vous étiez partagé sur la question. J'étais partagé justement. Est-ce que c'est un bon tirage pour Houille? Oui, alors c'est ce que je voulais dire exactement. J'étais partagé parce que sportivement, il vaut mieux qu'ils prennent une équipe quand même autre, une équipe comme ça de ce niveau, parce qu'il y a déjà 5 divisions, vous l'avez dit, d'écart entre les deux. Mais je sais qu'ils rêvaient certainement de jouer une Ligue 1, quoi. Leur rêve, c'était le PSG. Et voilà, bon. Alors, pour leur rêve, jouer le c'était derby PSG, dans les Yvelines. Je sais pas, il y a encore des grandes pointures. Il y a Monaco, je crois encore, non, cette compétition. Il y a tous les clubs de Ligue 1. Voilà, pour l'instant, donc, les clubs de Ligue 1 ne oui, sont ils sont pas rentrés. Donc, certainement que leur rêve, c'était ça. Mais sportivement, s'ils veulent encore espérer figurer au prochain tour, et c'est la magie de la Coupe de France, on en a parlé plusieurs fois autour de cette table, hein. C'est la magie de la Coupe de France en football. C'est que justement... tout le monde peut battre tout le monde. Tout le monde peut battre tout le monde, et que l'aventure est certainement pas terminée pour eux, quoi. Frédéric Anderson, votre avis? Concarneau est actuellement 13e du championnat de National 1. Donc c'est pas non plus une équipe qui domine son championnat à fond. Ils ont un bilan de 3 victoires, 5 nuls et 7 défaites depuis le début de la saison. Finalement, ils sont peut-être prenables pour Houille? Pas du tout? Ils sont quand même à 5 divisions au-dessus. Je ne sais pas s'ils sont déjà professionnels en national, mais ça tape à la porte de la Ligue 2. Donc, ils sont professionnels. Ouais, donc déjà la différence entre un club amateur et un club professionnel, les moyens, la mise en œuvre au niveau de l'entraînement, le rythme, les capacités physiques. Je pense que sportivement, quel que soit le tirage qu'ils auraient eu, ça aurait été un match compliqué. Après, il faut savoir ce qu'ils veulent. Est-ce qu'ils veulent aller plus loin sportivement, ou est-ce qu'ils rêvaient d'avoir un gros match pour terminer sur un événement un peu extraordinaire, histoire de réaliser un rêve, de jouer contre une équipe de Ligue 1 qu'ils n'auront peut-être pas l'occasion de refaire de sitôt, parce que c'est vrai que quand on voit des petits poussés arriver au stade les plus élevés de la compétition, d'une année sur l'autre, c'est jamais le même petit poussé, hein. C'est toujours un autre club qui arrive à se faire sa place, peut-être un peu de chance, une année exceptionnelle, on ne sait pas ce qui peut se passer, et c'est vrai que à mesure où ils avancent dans la compétition, il y a de moins en moins de place à la chance, et des bons tirages, il y en a de moins en moins quand on est le maillon faible, quelque part, un peu le petit poussé de la compétition. Pour info, Houille a déjà réussi à atteindre les 16e de finale en 1940. À l'époque, il y avait 2 Coupes de France, celle de la zone libre et celle de la zone occupée. Houille avait perdu 2-0 contre Reims. Finalement, c'était il y a bien longtemps. Je ne suis pas sûr que c'est bien trop de lien avec la compétition d'aujourd'hui. Et puis on voit bien que le sport a évolué de façon dramatique, de façon extraordinaire au cours des dernières décennies. Donc déjà, même si on prend le football d'aujourd'hui et le football d'il y a 10 ans, c'est déjà plus le même football. Alors on imagine bien qu'en 1940, c'était encore des ballons. Il y avait 2 Coupes de France. Oui, c'était des vessies de porc qu'on tapait avec le pied droit. C'est bon. Mais ils l'ont déjà fait. Oui, ils l'ont déjà fait. Enfin, c'est pas eux qui l'ont fait. C'est le club. C'est le club, effectivement. J'espère qu'ils ont des nouveaux joueurs depuis l'époque. Hélène, sur la question, est-ce que c'est un bon tirage pour Houille? Après, c'est aussi l'occasion d'acquérir de l'expérience et de travailler, mais je pense que, comme tu le disais, les deux tirages auraient de toute façon été assez compliqués. C'est des adversaires de taille des deux côtés. Quoi qu'il arrive, c'était compliqué pour Houille. Après, on va voir le résultat. C'est la magie de la Coupe de France. C'est ça. Alors, ils vont sûrement jouer à domicile, je le disais précédemment, en début d'après-midi et non le soir, car le stade est non homologué pour jouer le soir à cause de l'éclairage. Le terrain, forcément, sera un peu plus champêtre, on peut le dire, que les terrains de National. Est-ce que ça peut jouer dans le résultat final du match, Pierre? Ça joue au moins dans la partie circonstance. On parlait de cette magie de la Coupe de France, et c'est vraiment l'étalage des différences qu'il peut y avoir entre différents clubs, différentes divisions. Là, on est dans un club qui doit être a priori sans éclairage ou sans tribune homologuée. Dans tous les cas, ça jouera sur la vertu à domicile. S'ils reçoivent sur leur terrain qu'ils connaissent bien, on parlait de l'esprit des clubs amateurs. Là, oui, ça fait partie des repères qui peuvent jouer en leur faveur, même si c'est sans éclairage ou c'est en début d'après-midi. C'est peut-être mieux aussi. Il y aura l'éclairage naturel en début d'après-midi. L'éclairage naturel, et je pense qu'ils sont plus habitués à jouer sur un terrain comme celui-là et dans leur division, ils sont plus habitués à jouer dans l'après-midi que le soir. Et ça, je pense que ça joue également en leur faveur. Jean, vous êtes d'accord sur le terrain qui peut jouer en leur faveur? Oui, tout à fait.
à ce niveau-là, eux, ils ont l'habitude de leur terrain, ils ont leurs repères. Et forcément, en plus, ils vont avoir leur public. Chose où je ne pense pas les gens vont se déplacer à Concarneau si c'était là-bas, quoi. Je ne pense pas qu'ils aient vraiment énormément de supporters qui les suivent. Donc en étant chez eux, ils seront plus à même d'attirer du monde proche et de faire venir du public pour les soutenir, quoi. Ça sera un plus. Ils seront dans les meilleures ce sera un plus. Il faut y mettre la mairie dedans pour que. Il faut que le maire Douille se bouge, quoi. À noter qu'en 2006, l'actuel entraîneur Douille, Frank Blankenship, avait réussi à sortir avec son ancienne formation du Chénet l'équipe de Sannois-Saint-Gratien. Alors, en national, ça peut jouer également, Frédéric Anderson? L'entraîneur l'a déjà fait. Il l'a déjà fait. Après, c'est les joueurs qui sont sur le terrain, donc c'est toujours pareil. Après, ils ont peut-être une chance de jouer sur l'effet de surprise. Peut-être que Concarneau va venir avec déjà match gagné. Et peut-être que le terrain, peut-être que l'ambiance, peut-être qu'autre chose va contribuer à les faire déjouer. C'est peut-être la chance Douille de pouvoir saisir cette inattention et essayer de créer la surprise et l'événement au prochain tour. Ce sera le mot de la fin sur ce thème. On passe maintenant à un autre sport collectif. Nous allons parler de handball féminin. Nous, après avoir accueilli un match de championnat en 2016 entre ici Paris et Brest, le Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines va accueillir le 3 février prochain une rencontre de Coupe d'Europe. Ici, Paris affrontera l'équipe norvégienne de Visper Kristiansand au 4e tour de la compétition. Ce sera donc le 2e rendez-vous organisé au Vélodrome par les dirigeants parisiens. On écoute les réactions des joueuses. Ça va être très sympa. L'année dernière, nous avons joué contre Brest et c'était génial de jouer au Vélodrome. Il y avait beaucoup de monde et une très bonne ambiance. Et c'était une belle expérience. Ce match est spécial pour moi parce que je vais jouer contre une équipe de mon pays. J'ai beaucoup d'amis là-bas. J'ai joué avec certaines joueuses ou contre elles dans différentes équipes. C'est une super idée parce que ça permet aussi d'aller chercher un peu de public ailleurs et voilà, de les fidéliser à notre club. Par contre, c'est vrai que c'est un peu compliqué pour les joueuses, parce qu'on a nos petites habitudes à jouer à domicile, voilà, mais bon. Moi, je trouve que si on arrive à gagner du public après, si on arrive à les fidéliser et qu'ils viennent nous voir au Palais des Sports d'ici les Moulineaux par la suite, ça peut être vraiment une bonne idée. La question sur ce thème, une bonne idée de retenter l'expérience au Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines. Est-ce que c'est une bonne idée? Oui ou non? Oui, 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 vous êtes tous unanimes. Hélène? Oui, de toute façon, il y a déjà eu un précédent. Si ça peut permettre de faire encore plus connaître vraiment dans le coin, elles sont juste à côté, c'est vraiment le lieu local. Voilà, après, on verra bien ce que ça donne, mais je pense que ça va faire venir du monde et ça avait bien marché la dernière fois. Donc, 5000 personnes, guichet fermé la dernière fois. Espérons que cette année, ce soit la même. Frédéric Anderson, vous aussi vous étiez convaincu à 100% par le projet. Je pense que c'est une bonne chose. L'avantage qu'ils ont, c'est qu'en plus, en plus du sport qui est assez populaire, le handball féminin, en plus en ce moment c'est l'époque, c'est la compétition internationale. Ça permet d'intéresser les gens au handball féminin et tout ce qui permet d'attirer l'attention, c'est une bonne chose. Et en plus, ils vont pouvoir aussi espérer pouvoir profiter du renom de la structure, parce que c'est vrai que le Vélodrome de Saint-Quentin, c'est un bel ouvrage et même ne serait-ce que par curiosité, peut-être que les gens seront intéressés de voir comment c'est à l'intérieur, et en plus du beau spectacle, ça permet de remplir et puis d'intéresser, et comme disait la joueuse, si après ça permet de créer des nouveaux fans pour venir les voir jouer à Issy-les-Moulineaux, c'est tout bénef pour elles. Voilà, le prix des places, ce ne sera pas forcément très cher, 8 € en pré-vente, 5 € pour les habitants de Saint-Quentin-en-Yvelines. Il y aura des packs aussi qui seront vendus pas cher du tout. Est-ce que c'est positif justement qu'il y ait des prix aussi bas pour attirer le public vers le C'est attractif, ça reste accessible, ça permet de venir à plusieurs avec les enfants, etc. Donc je pense que pour remplir le stade, c'est toujours une bonne chose, et puis ça permet de générer un peu de trésorerie, et puis c'est vrai que ça fait jamais de mal à toutes les associations sportives de récupérer un peu d'argent en plus pour financer d'autres actions qu'ils peuvent avoir en parallèle, ne serait-ce que sur les jeunes du club. Ça serait bien aussi qu'eux puissent en bénéficier si c'est possible. Vous avez un petit message, Pierre? Oui, moi je suis très admiratif et très emballé justement par l'engouement actuel. Vous pouvez le remontrer.
Voilà. C'est handballon. Très, très admiratif de l'engouement qui tourne autour du handball masculin et féminin. Depuis quelques années, on a eu de très belles équipes de France et c'est ce qui nous manque dans certains sports. Et notamment dans le handball féminin, là, il y a une vraie particularité, une vraie identité de ce sport-là. Des filles qui en parlent bien, des filles qui sont enthousiastes. Là, en ce moment, l'équipe de France performe bien après sa victoire contre le Monténégro. Et là, jouer la carte d'un match de Coupe d'Europe, un match international sur le territoire, c'est de toute façon participer à ce gros feu d'artifice et à cet emballement justement du handball féminin. Donc je pense que c'est un joli coup. Je ne sais pas qui est à l'initiative, si c'est les clubs, ou si c'est la fédération. C'est le club d'ici Paris qui a fait la demande. Qui va faire du prosélytisme, qui va faire un petit peu de séduction dans l'ensemble des départements limitrophes. Je pense que c'est une bonne idée et ça doit être copié dans beaucoup de sports. Si en plus ça recueille l'agrément du public et puis qu'on fait un guichet fermé à chaque fois, tout le monde gagne. Vous êtes pour ou contre autour de cette table sur la délocalisation des clubs dans d'autres salles comme le Vélodrome? Jean, vous par exemple? Dans la mesure où s'ils n'ont pas la capacité d'accueillir autant de spectateurs. Parce que les joueuses s'en plaignaient dans l'interview, elles n'ont pas forcément leur repère, on peut dire. Je ne sais pas où elles jouent d'habitude, mais... Elle joue à Issy-les-Moulineaux. Oui, la salle contient combien? 1000 places. Et voilà. 1000 personnes. Donc là, c'est 5 fois plus. Donc il n'y a jamais... c'est bien de faire déplacer les gens et de remplir des stades et des salles, dans tout sport confondu, c'est toujours bien. C'est toujours un plus. Et puis Yann Dujarier doit rêver de voir le Vélodrome rempli pour sa compétition. Yann Dujarier qui est le pistard de Vélizy 78 et qui est chroniqueur ici sur Si on parle des sports et qui n'est pas présent malheureusement aujourd'hui. Voilà. Il paraît qu'il voulait faire un tour de vélo pendant la mi-temps. Alors il y aura une joueuse à qui ça fera forcément plaisir ce match contre ces Norvégiennes. C'est Victoria Alrik, la gardienne de 20 ans d'ici Paris qui a joué à Voisins-Bretonneux pendant 2 ans et à Montigny-le-Bretonneux pendant 3 ans. Elle est évidemment ravie de revenir dans sa ville. On l'écoute. J'y repasse, je vais voir les copains, les copines. Mais oui, ça reste le premier club important, donc ça compte. On sait que les supporters de Saint-Quentin sont sympas, chaleureux. Ils mettent du bruit, donc il y a moyen que ça mette une grosse ambiance. Super histoire, Hélène, de cette jeune fille, oui, cette jeune joueuse en plus, qui reviendra à domicile. Elle est enjouée, elle est contente de revenir, elle connaît les supporters, comme elle disait. Et je pense que, bien sûr, ça va changer leurs petites habitudes, leurs salles, etc. Maintenant, elles sont dans un lieu qui va aussi créer un certain engouement, toute une ambiance au moment de la rencontre. Et je pense que ça peut les emmener vraiment à mieux performer, à gagner et du coup à faire encore plus connaître. Donc elle sera encore plus ravie de voir cette ambiance-là qui va se recréer, qu'elle connaît déjà d'ailleurs. Frédéric Anderson, cette délocalisation, justement, ça permet ce type d'histoire? Oui, et puis je pense pas que ça les perturbe plus que ça, puisque de base, le match, déjà, c'est pas un match comme les autres, donc de par l'événement en lui-même, c'est déjà quelque chose d'exceptionnel. Moi, je sais qu'avec les Templiers, quand on joue des matchs en saison régulière, on les joue à la Clé-Saint-Pierre, et quand on avait les matchs de Coupe d'Europe, on allait jouer à Guy-Boniface. Le fait de changer, même on changeait carrément de surface de jeu, puisqu'à la Clé-Saint-Pierre, c'est du synthétique, et à Guy-Boniface, à Elancourt, c'est de l'herbe, et ça ne nous a jamais empêché de jouer correctement, même si on n'avait pas nos repères de l'habitude. Le jeu, ça reste le même, les stratégies, ça reste les mêmes, il suffit juste de jouer et puis d'essayer de remporter la victoire. Super, ça sera le mot de la fin, encore une fois, pour vous, Frédéric Anderson. Après ce coup de projecteur, place à notre focus du jour. Une fois n'est pas coutume, nous allons parler de tumbling dans cette émission, un sport dérivé de la gymnastique ultra spectaculaire. Il se pratique sur une piste de 25 mètres. Le but est de réaliser 8 mouvements en rebondissant. Et l'un des meilleurs clubs de France est basé au Clé-sous-Bois. En novembre dernier, l'un des athlètes du club, Axel Duriez, 12 ans, a remporté en novembre donc la médaille de bronze au championnat du monde par groupe d'âge à Sofia en Bulgarie. On écoute les réactions. Alors, est-ce que cette médaille de bronze était attendue, René? Attendu, espéré, parce que attendu, il faut voir que c'est tout le gratin mondial qui se retrouve à cette compétition. Le niveau est très relevé. Je n'ai jamais eu de médaille internationale
de toute ma carrière avec mes athlètes. Donc, je savais qu'Axel avait de grandes capacités parce qu'il a fait une sortie internationale donc, de fin septembre-octobre au Portugal, où il a raflé la médaille d'or, mais ce n'était qu'un tournoi. Tout le monde n'était pas là. Une super performance donc, mais malheureusement cette performance n'est passée sur aucune chaîne nationale. La question sur ce thème, ce sport est-il trop confidentiel? Pierre. Moi, je dois vous faire un aveu, c'est qu'avant de lire les différentes lignes sur cette émission-là, je ne connaissais même pas les tenants et les aboutissants de ce sport-là. Donc, ça m'a permis justement de me cultiver un petit peu et d'apprendre une nouvelle discipline. Donc, oui, forcément et malheureusement trop confidentiel. C'est logique qu'on n'en parle pas sur les chaînes nationales, selon vous? Ça doit être des choix, juste des choix éditoriaux. Est-ce que c'est déjà un sport pratiqué par beaucoup? Est-ce qu'il y a des sponsors? Est-ce qu'il y a beaucoup d'équipes nationales et des représentants nationaux un peu partout? Là, on a a priori un titre et ça passe complètement à l'as. Ouais. Il y aura à peu près 15 000 pratiquants en France. Mais l'idée aussi, c'est que c'est une déviation, une variante de plusieurs disciplines. Et du coup, plus on est variante de variante, moins on en parle aussi, moins il y a d'adhérents. Donc même si on a un super résultat et des athlètes de haut niveau, parce qu'à ce niveau-là, on est en athlète de haut niveau, je pense qu'il n'y a pas assez de visibilité. Enfin, on n'en parle pas assez, il n'y a pas assez d'adhérents, de rencontres. Jean. Ça regroupe pas assez de monde. Premièrement, on ne peut pas parler de tout. C'est toujours l'éternel problème des disciplines. On ne peut pas parler de tout. Parce que sinon, il faudrait me parler toute la journée, tellement il y a de disciplines. Moi, je rejoins Pierre. Je l'avoue, je ne connaissais pas du tout cette discipline. Je ne la connaissais pas du tout. Mais au même titre, j'ai un exemple que j'ai lu là sur les réseaux sociaux dernièrement. On a un athlète français qui a été pour la 24e fois champion du monde de planche à voile dans le sud-ouest, là, et dont on n'a jamais entendu parler à la télévision. Il a 24 titres de champion du monde. Et on n'en parle pas. Donc, alors c'est sûr, alors, dans leur discipline, c'est une performance. Mais malheureusement, on est dans une société où on ne parle que des sports qui intéressent et qui font de l'argent. Oui, mais c'est ça, malheureusement. on décide de les rendre intéressants, en fin de compte. C'est un choix. C'est dommage sportivement, mais malheureusement, c'est comme ça et on ne pourra rien y faire. Alors, c'est une discipline quand même qui a été aux Jeux Olympiques, mais en 1932 à Los Angeles, et ça sera la seule fois que ce sport sera pratiqué aux Jeux Olympiques. Ça joue forcément sur la popularité d'un sport? Ça joue du point de vue de l'attention qu'on obtient. C'est vrai que les années olympiques, c'est vraiment un gros coup de projecteur pour de nombreuses fédérations qui ont justement du mal à obtenir un peu d'attention médiatique. Et c'est une problématique qu'on a souvent discuté ici sur le plateau. Là, il n'y a pas la place pour tout le monde, comme disait Jean, comme disait Pierre. Et c'est vrai qu'au final, c'est les sports où il y a le plus d'argent qui peuvent investir dans la communication. Et c'est vrai que quand on n'a pas ces moyens-là pour essayer d'attirer l'attention des gens, on reste dans l'anonymat malgré les performances hors du commun qu'on peut produire. Et c'est vrai que c'est un peu dommage quand le sport passe au second plan et qu'on est là à discuter de problèmes de communication, d'attention et de médiatisation. Pourquoi Allez-y Pierre. Quand je le vois là, sûrement sur une démonstration, sur ce que je vois être un parking de centre commercial et autres, sûrement pour justement essayer de montrer un peu la discipline, popularisée. Ça me rappelle certains moments un petit peu moins fastes qu'on a pu avoir sur le golf, par exemple, où on devait aller justement à la rencontre des différentes populations pour montrer que la discipline existait. Et là, c'est relativement dur de se faire une place sur le... Et encore, ce sport est encore plus confidentiel que le golf. Voilà, et là, de se faire une place sur l'échiquier des sports mondiaux, si en plus ça n'est pas olympique, donc olympique en 1932, oui, ça a un impact, parce que une discipline olympique, on s'ouvre tout de suite la planète. Et là, on a tout de suite un audimat et une présence média qui est peut-être 10 fois ou 100 fois plus importante que le reste de l'année avec les JO. Donc oui, là, ça me rappelle quelques initiatives que certains sports ont pris justement pour aller se faire connaître auprès de la population.
Hélène, quand on regarde ce sport, finalement, il pourrait être apparenté de la gymnastique, si on regarde bien les figures. On a vraiment plusieurs choses entre la gymnastique, tout ce qui est trampoline aussi. Il y a une discipline vraiment qui est sur le trampoline, vraiment. Attention au micro. Oui. Le cirque, voilà. Et ça me fait penser, tu vois, tu parlais des initiatives de certains sports, voilà, pour se faire connaître. Cette démarche que certains sports ont d'aller vers le grand public, etc. Au niveau de la pole dance, c'est aussi un peu ça. Donc le fait voilà, qu'ils aient cette démarche d'aller vers les gens pour faire connaître, pour développer, c'est vrai que c'est le cas de pas mal de petits sports voilà, un peu confidentiels, un peu pas très connus, pas très développés, et qui mériteraient parce qu'il y a vraiment des performances sportives derrière, hyper impressionnantes. Au niveau de la technique, vous qui faites de la pole dance, est-ce qu'on vous retrouvez certains mouvements peut-être de pole dance dans le tumbling? Oui, alors j'ai fait de la gym aussi, donc de la gym sportive, donc je vois bien vraiment tout ce qui est les gainages, les appuis, même la façon de gérer la vitesse de son corps, l'espace, etc. Moi, je suis toujours impressionnée en voyant ça parce qu'il faut une précision, une rapidité, une endurance. Enfin, c'est quand même incroyable, quoi. On est au même titre que la pole et de la gym, oui, on est sur un contrôle qui est presque millimétré en fin de compte. Et la résistance des articulations, là, ça doit être quelque chose d'assez impressionnant. Il y a toujours un rebond, il y a toujours quelque chose. Voilà. Genre, c'est un nouveau sport à essayer pour vous? Je veux bien essayer pas mal, mais celui-là, je crois que c'est pas pour moi, ça. Ça va être juste. Juste des galipettes, alors. Ouais. Faut rebondir. Une petite cabriole, peut-être, à la limite. Après le tumbling, un mot de trampoline à présent, c'est l'information insolite du mois. Le joueur du Paris Saint-Germain, Neymar, était mardi en fin d'après-midi à Élancourt. Le footballeur n'est pas venu pour signer dans le club local, mais pour faire du trampoline avec sa famille et ses amis pendant 2 heures dans le complexe Au Jump Park d'Élancourt, ouvert il y a tout juste 1 an. Sur la photo, on le voit avec les membres de la structure. On écoute justement la réaction du gérant Christophe Petit. La plus grande surprise a été pour moi-même de l'accueillir, effectivement, de le voir arriver tranquillement, voilà. Très bien, très bonne surprise. Chance à lui, il est arrivé après les centres aérés et à un moment où on était, je dirais, dans une accalmie quand même, voilà, une accalmie, c'était calme. Bon, c'était Noël avant l'heure, on peut le dire, pour le Jump Park d'Élancourt. Pour la petite histoire, Neymar n'a pas testé les trampolines car il était légèrement blessé, sûrement pour des questions d'assurance pour ce joueur qui a coûté 222 millions d'euros au Paris Saint-Germain. Votre avis sur cette venue, Jean? Vous aurez aimé le croiser peut-être au Jump Park? Je crois qu'ils s'en fichent. Vous le faites déjà tous les mardis soirs, vous faites du trampoline également. Dur, parce que la trampoline, j'ai arrêté. Mais non, mais sinon, alors après, moi, ça me fait rire, ça. Il est venu tout incognito. Il n'est pas venu tout incognito, il a fait des photos, vous en parle ici, il n'est pas venu incognito. Donc, bon, ça a filtré sur les réseaux sociaux. Non, mais c'est bien, je veux dire, c'est bien. Si ça lui a fait plaisir. Il n'a pas testé. Le directeur du Jump, ça lui a fait plaisir aussi, c'est bien. Ça lui fait de la pub. Voilà, ça lui fait de la pub, ouais, c'est bien. Pierre. Parce qu'il part avec des copains ou de la famille, et de toute façon, par contrat, il doit être interdit d'activités dangereuses, de ski, de trampoline, entre autres. Donc je pense qu'il devait plus accompagner famille et copains que de prévoir une petite séance de saut-pair, parce que je pense qu'il n'en a pas le droit. De toute façon, partout où il va aller, il y aura toujours quelqu'un, il y aura toujours... on en parlera, donc voilà. Et puis 222, pardon. Voilà, c'est la clause libératoire de Jean Missin également pour cette émission. Moi, c'est plus ça qui m'étonne, en fait. C'est plus le 222 millions. C'est pas le trampoline. Plus que le fait qu'il soit allé au Jump Park. C'est un peu cheap, Alors, ça rend Neymar aussi un peu plus sympathique, peut-être aussi, de voir... C'est une personne. Alors, on il montre. faut qu'il vive. Il faut qu'il vive, il reste pas fermé chez lui, quand même. Je crois que ça a toujours été. Il est plutôt connu comme quelqu'un de jovial, de plutôt bon vivant, sympa, souriant. Il paraît qu'il était samedi soir au fucking Blue Boy. Mais cela ne nous regarde pas. On passe maintenant à notre rubrique débat. Un débat un peu spécial aujourd'hui puisqu'on va vous proposer de revenir sur les meilleurs moments de sport de cette année 2017 dans les Yvelines. Regardez ces images et on reviendra sur ces moments forts avec nos 4 chroniqueurs. Regardez.
pas vu l'affiche les 10 dernières minutes, sinon j'aurais été botté plus vite. Justement, c'est ça que j'attendais pour aller un peu plus vite, mais j'ai pas vu. Franchement, une grosse salle, bonne ambiance et je pense que c'est grâce à Saint-Quentin qu'aujourd'hui on a réussi. Et franchement, on avait à cœur de bien faire ici sur le stade Vélodrome et montrer qu'on a des très belles salles à Paris. Il allie l'organisation d'une grande compétition internationale au patrimoine en étant au sein des écuries du château de Versailles. C'est une réussite exceptionnelle. Je pense que ça représente énormément pour le public, pour le club, les anciens du club, tous les dirigeants, les bénévoles, les petits. Enfin, c'est vraiment une grande famille, c'est pour tout le monde. Voilà, c'est pas que nous, c'est pas que les 12, c'est vraiment un club qui a vécu ce moment-là tous ensemble. Une réaction de joie. Les Jeux Olympiques sont à Paris en 2024. C'est officiellement officiel maintenant. Et là, c'est vraiment une explosion de joie. On l'a senti lors de l'annonce. Il nous reste juste une seconde en place. On va laisser les joueurs localisés. C'est un parcours de golf fantastique et d'être le capitaine de cette Ryder Cup est vraiment spécial. C'est une journée incroyable avec tous ces enfants. Je suis très excité à l'idée de vivre cette Ryder Cup à Paris. Encore champion d'Europe dans les Yvelines, grande fierté et encore merci pour ceux qui me soutiennent. Fierté et un objectif terminé, on est parti pour d'autres objectifs encore, le monde. C'est quand même une première au niveau national, c'est le top, hein, on ne peut pas monter plus haut aujourd'hui. Et donc pour nous c'est un honneur d'une part, et puis on est ravis d'accueillir toute la France dans le beau département des Yvelines. On se propulse donc en appuyant sur les pédales à l'avant, ici. Et le problème, regardez, le problème c'est ça. Voilà, pour la précision de la conduite, la difficulté c'est ça. Il ne faut pas mettre la roue dans les trous. Et puis le frein, très important le frein, c'est juste cette petite corde. On tourne le guidon comme ça pour tirer sur la corde. Et le patin, ici, freine et bloque la roue. Voilà, voilà, ça bloque la roue, voilà le principe. Bien sûr, il a fallu sélectionner des moments pour tous ces souvenirs de 2017. On n'oublie pas évidemment la montée de plaisir avec vous, Jean-Miss, en Fédéral 2 de rugby. On ne l'a pas mise, mais on la mentionne quand même. Parce que tu l'as oublié, quoi. Il y a également eu une très belle place aussi du handballitain Louis Burton sur le Vendée Globe pour sa deuxième participation. Mais il fallait faire des choix, Jean-Miss. Voilà. Mais bon, ouais. On se souvient quand même de plaisir et de sa montée. Quel a été votre moment préféré de 2017 ? Hélène. Moi, j'aime bien les filles d'Issy-les-Moulineaux avec contre Brest, là. Et l'autre match... Les matchs de handball ? Ouais, et l'autre match de hand aussi, Draveil Plaisir, là. D'accord. Ouais, deux matchs de hand. Ouais, j'aime bien parce qu'on voit vraiment que c'est la joie, que c'est aussi une récompense de gagner. Voilà, j'ai bien aimé ces deux événements-là. Voilà, l'équipe de handball de plaisir qui a terminé deuxième pendant 6 années consécutives. Ouais. Et finalement, ils montent. Voilà, enfin, ça y est, récompense. Voilà. Et là, ils sont actuellement deuxième du championnat de National 3. Comme quoi. Pierre, vous, est-ce qu'il y a un moment particulier qui vous a marqué du coup sur cette année? Moi, je garderai par, on va dire, chauvinisme pour mon deuxième sport l'annonce
l'annonce de l'arrivée de la Ryder Cup à un an de l'événement. Et tous les événements qui ont été organisés à la fois sur le territoire de Saint-Quentin et puis en région parisienne pour annoncer ce grand événement qui arrive en septembre 2018 au Golf National. Donc ça, c'est une perspective emballante, voilà, avec Thomas Bjorn qui foule les fairways du National. Tout le monde... Bjorn, le capitaine de l'Europe, et Jim Furyk, le capitaine on n'oublie pas qu'ils ont tapé des balles au premier étage de la Tour Eiffel. Ça, c'était quand même une image assez étonnante qui va placer la France comme une destination golfique et peut-être en plus du tourisme, justement, une destination sportive pour 2018. Donc une petite tendresse pour le 1 an de la Ryder Cup. Voilà, l'événement Ryder Cup, c'est peut-être l'événement le plus marquant, on peut le dire, en termes médiatiques. Vraiment, moi j'aurais gardé Robert Marchand et son record qui est passé sur CNN, BBC et tout autour du monde. C'est vrai que c'était vraiment un record exceptionnel. C'est vrai que c'est à la différence des autres sports qui étaient plutôt des événements réguliers qui ont été mis en lumière sur certains points particuliers de l'année. La performance de Robert Marchand, il n'y a pas grand monde déjà à 205 ans et qui font du vélo. Après, ce que je retiendrai aussi, c'est l'utilisation du vélodrome. On se rend compte que le vélodrome sert beaucoup, même si c'est une structure nationale, à la promotion du club du sport dans les Yvelines, et je pense que c'est une très bonne chose, même si on regrette parfois qu'il n'y ait pas plus de vélos que d'autres choses. On se rend compte que c'est une structure qui est mise à profit par toutes les fédérations, toutes les organisations sportives pour promouvoir la pratique du sport chez tout le monde, et c'est vraiment un bel outil et une belle démarche derrière, beaucoup de travail, vraiment à saluer. Finalement, il y a 3 événements qui sont passés au niveau international, on peut le dire. Le record de Robert Marchand, la Ryder Cup qui est passée sur plusieurs chaînes. À la BBC, c'est passé en prime time. Il y a également eu les Jeux Olympiques, forcément. 3 événements, on peut le dire, vraiment, qui ont marqué l'année, même internationale. Non, c'est vrai, c'est vraiment une année riche en événements et c'est pas mal, ça nous donne pas mal de sujets à discuter durant l'émission. Jean, est-ce qu'il y a un moment particulier? Je sais qu'on n'a pas mis plaisir en rugby. Je suis chauvé. Moi, le mot particulier, pour moi, forcément, c'est la saison de rugby de plaisir. Voilà, vous avez passé 2 ans à plaisir, voilà, et vous avez réussi à hisser le club en Fédéral 2. Et avec la montée en Fédéral 2, et donc pour moi, c'est le meilleur moment sportif. Après, sinon, pour moi, c'est les Jeux Olympiques. Pour l'annonce qu'on aura les Jeux Olympiques en 2024, comme dit Frédéric, ça nous donnera beaucoup de sujets à traiter autour de ce plateau. On n'en a pas parlé, mais le combat d'Adila Mouhmadi aussi, qui a réussi à conserver sa ceinture au Vélodrome National. Un peu moins marqué par cet événement-là. Pourtant, il a été considéré comme l'un des combats les plus beaux de 2017 en France. Pas vu. Pas vu. My fault, pas vu. Hélène, vous, de votre côté, Adila, non? Si. Puis deuxième, il conserve la ceinture européenne. Ça fait partie des performances pour moi un peu extraordinaires. Et après, je posais la question de combat en championnat du monde. Adila, qui a 37 ans, devrait remonter sur le ring pour un championnat du monde. On ne sait pas encore. On verra, mais ça sera la prochaine étape. Et déjà, le fait d'avoir conservé la ceinture, c'est à son âge, il n'est pas non plus hyper vieux, mais ça mérite vraiment d'être salué. C'est une sacrée performance aussi. Adila Mouhmadi, pour vous, Frédéric Anderson, c'est également un grand champion de cette année 2017. Bien sûr, évidemment. Après, il fallait en choisir qu'un. Et puis, on voit bien aussi le problème quand on doit en choisir que quelques-uns, alors qu'il y a tellement de choses qui se passent et tellement de sujets qui méritent d'être discutés. Et ce sont les événements forcément les plus médiatisés. Il y avait aussi la voile et l'argent récolté pour les enfants. À chaque fois, tous ces événements-là, c'est vraiment des beaux événements et ça mérite qu'on en parle et qu'on en parle plus souvent et qu'on le rappelle régulièrement. Justement, Louis Burton aussi, Vendée Globe. Vous qui êtes un amateur de voile, je le dis à chaque émission, c'était également un autre souvenir qui n'a pas été mentionné dans le reportage, mais qui a marqué également les Yvelines. Jean. Oui, je me laisse perplexe. On va passer maintenant au dernier thème de cette émission. On ouvre notre page découverte. Coup de projecteur à présent sur un sport
le bridge. Cette discipline pratiquée par plus de 100 millions de personnes à travers le monde se joue à 4 avec un jeu de 52 cartes. Dans les Yvelines, nous avons une prodige, ou devrais-je dire un as dans ce sport, Mathilde Tuillier de Villiers-Saint-Frédéric, qui est devenue championne du monde l'été dernier. Aujourd'hui, Mathilde vit comme une vraie sportive. La joueuse doit faire attention à son alimentation, à sa récupération avant les compétitions. Pour s'entraîner, la jeune Yvelinoise participe à des tournois mensuels et à des parties en ligne sur Internet. Et pour elle, le bridge est un vrai sport. On l'écoute. C'est un sport parce qu'il faut tenir toute une après-midi, voire parfois toute une après-midi et toute une matinée pendant plus d'une semaine. Et c'est un entraînement sur toute l'année. Et en plus, il faut avoir une bonne condition physique. Parce que si on est trop fatigué, par exemple, on ne pourra pas tenir toute une semaine de bridge. La question sur ce thème, le bridge est-il un vrai sport? Oui ou non? Pour Mathilde Tuillier, c'est sûr, c'est un vrai sport. Vous êtes partagés. On fait un petit duel entre vous, Hélène et Frédéric. Frédéric, vous commencez? À partir du moment où il n'y a pas d'activité physique, je ne considère pas vraiment ça comme un sport. Après, est-ce que le poker, c'est un sport? Est-ce que les échecs, c'est un sport? Est-ce que le shogi au Japon, on n'en parle jamais ici? Il faudra en parler aussi un peu du shogi. Du quoi? Le shogi, les échecs japonaises. Ça aussi, c'est pas mal. Et c'est professionnel là-bas d'ailleurs. Il y a beaucoup d'argent dans le shogi. Mais oui, non, c'est des sports de réflexion. C'est des jeux de réflexion. Et c'est vrai que bien sûr, dès qu'il y a de la concentration, il faut être en forme, etc. Mais c'est pas du sport. C'est pas du sport. C'est comme le jardinage, c'est pas du sport non plus. Il y a quand même l'effort physique. Il y a l'effort physique et les règles codifiées. C'est une combinaison des deux. Et il suffit pas d'avoir l'une des deux éléments pour déclarer qu'on est un sport. Je veux dire, c'est pas. Et pourtant, elle le dit en interview. Elle dit ce qu'elle veut. Hein. Moi, je dis ce que je veux. Je dis ce que je pense surtout. Mais après, je suis pas sûr que le bridge soit un sport olympique d'ici bientôt. Mais ils ont postulé en tout cas pour être sport olympique. Oui, ils ont postulé, tout le monde peut postuler. Après, voilà quoi, je veux dire, bon, c'est pas... Hélène. Après, je pense que c'est... Vous êtes à 100% d'accord sur le fait que c'est un sport. Alors, en fait, je comprends la notion de... Il n'y a pas d'effort physique, de préparation physique, c'est vrai. Par contre, il y a une telle discipline qu'on retrouve dans beaucoup de sports. En fin de compte, manger, dormir, des heures d'entraînement, Enfin, c'est... Je connais personnellement une personne qui fait du bridge, mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'à son âge à elle puisse être à ce niveau-là, parce que c'est tellement d'heures et c'est tellement tout le temps, il y a tellement de règles, il y a tellement de concentration que elle a dû arrêter ses études, je ne sais pas ce qu'elle fait, mais... Elle est à côté, elle travaille dans la médecine. Enfin, les étudiantes en médecine. Ouais, dans un bocal. Oui, non, mais je sais pas. Voilà. Ou alors, ça fait un petit moment qu'elle joue et elle a quand même l'habitude, mais pour arriver à être championne du monde, ça demande tellement d'heures et tellement de connaissances en fait de toutes les règles que Bruel est bien championne du monde dans le poker. Et il chante. Hein. Ouais, mais il n'y a pas autant de règles que ça. C'est beaucoup plus complexe le bridge donc que le poker. Il faudrait définir en fait si la concentration et l'activité cérébrale brûlent suffisamment de calories pour dire si c'était un sport. Je suis plutôt d'accord avec Fred en disant qu'à partir du moment où c'est assez statique, en dehors de la partie concentration et activité cérébrale, c'est difficile de le considérer comme un sport. Mais je crois d'ailleurs que l'équipe de France a des titres de mondiaux individuels et par équipe en bridge. Donc là aussi encore peut-être une discipline qui est suffisamment méconnue pour qu'on n'en parle pas tout le temps, on va dire d'un loisir plus qu'un sport. Jean-Miss, vous ne voyez pas suffisamment bien Pierre quand il donne ses explications? Non, mais c'était pour finir sur une bonne note, parce que moi je rejoins mes camarades, oui, je les rejoins. Pour moi, c'est plus un loisir quand même, un sport, mais si ça lui demande beaucoup de préparation, certainement. Mais après, quand même, il ne faut quand même pas non plus exagérer. Ceci dit, il faut souligner la performance. Et si elle performe, elle continue à performer à son âge. Voilà, si ça lui demande, elle le dit elle-même, énormément d'heures de préparation. Avant une compétition, par exemple, elle se couche à 21h30 pour être au top le lendemain matin. Ouais, mais bon. Donc ça demande une hygiène de vie. Même dans les sports, on ne fait pas ça.
mais... Non, mais c'est compliqué, c'est très compliqué. Ça revient un peu sur les problèmes qu'on avait, enfin les discussions qu'on avait eues. Sur le Quidditch, on avait dit que c'était pas vraiment un sport et pourtant il y a plus d'activité physique. Il y avait un sport tiré d'Harry Potter. Oui, et puis il y avait l'e-sport aussi, les jeux vidéo. C'est des jeux vidéo, c'est pas des sports vidéo. Alors, tumbling juste avant. Le tumbling. Alors il y a également une définition sur ce qu'est un sport. Une fédération existe pour du coup le bridge. Du coup, normalement, c'est un sport. Non, mais c'est d'accord, oui. Mais bon, je pense qu'on peut rejoindre l'idée que tu disais de toutes les activités qui sont plutôt des jeux de concentration. C'est vrai que le bridge est plus côté échec. Pas petits chevaux, mais échecs. Non, mais voilà. C'est pas moi qui l'ai dit. Non, mais tous les jeux comme ça, c'est vrai. Si on devait le classer, on le mettrait plutôt là que dans les sports physiques, c'est sûr. Et puis à côté de ça, le Quidditch, etc. Ça, c'est plutôt des amusements. Voilà. On est vraiment sur trois domaines différents. Ils enregistrent beaucoup de blessés durant la saison là, au bridge. Je n'ai pas les chiffres. Rupture de neurones. Voilà, en tout cas, 100 600 joueurs licenciés en France, dont 82,7% de plus de 60 ans et seulement 9,9% de moins d'adultes, on peut le dire. Après, il y a des enfants également. Ouais, mais c'est pour ça. Je pense que c'est une activité qui est très pratiquée. Reste à définir si c'est un loisir ou si c'est un sport. Après, il n'y a pas vraiment... Elle est pas mal pratiquée par des gens à la retraite parce qu'il faut du temps. En fait, il faut du temps. Et il n'y a qu'eux qui ont du temps pour s'y consacrer tous les jours. Jean, on dirait un mix entre une chouette et Jean-Pierre Coff. Je prends le Jean-Pierre Coff. Bon, ça sera le mot de la fin sur cette émission de Noël. Donc cette émission est terminée. On se retrouve le jeudi 11 janvier pour une nouvelle émission. On va terminer par une citation d'un célèbre navigateur, Éric Tabarly. Baisser les bras dans une compétition sous prétexte qu'on ne peut pas terminer premier est incompatible avec l'esprit du sport. Je vous laisse. À bientôt sur TV78 et de très bonnes fêtes de fin d'année.